Bienvenue dans la capsule de la TC Box avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Mam Ibrahim. Comment tu vas mon frérot? Ça va très bien et toi? Ça va, tranquille. T'es en forme? En forme. Merci d'avoir répondu à l'invitation. T'es au top mon frère. Non, merci à toi. C'est cool de ta part en tout cas. On va commencer? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Mam Ibrahim, athlète olympique. Ok. Entrepreneur, papa, 15 ans de carrière, qui aime le sport business, qui aime le marketing, qui aime la vie. Et qui aime les voyages, la haute performance et voilà, tout simplement. Ok, top. On va retracer un peu ton parcours. Dis-moi, t'es de quelle origine? Alors je suis d'origine sénégalaise, sénégalo-capverdienne. J'oublie toujours que j'ai un tiers capverdien, c'est pas très bien ça, c'est pas bien. C'est mauvais, franchement c'est mauvais pas capverdien. Je te jure, alors que j'appelle tout le temps ma grand-mère, je suis pas un des chouchous, mais ma grand-mère en tout cas... Voilà, elle est au top. Donc, du coup, sénégalo-capverdien, 34 ans. Mon parcours, j'ai grandi pas très loin de ta salle d'ailleurs. J'ai grandi dans le 15e. Ouais. J'ai grandi dans le 15e, qui a eu, je pense, un bel impact sur ma vie en tant qu'homme, en tant qu'athlète. Ok. Et aujourd'hui, voilà, un parcours de Parisien. Qui a dû faire ses comment on appelle ça, faire ses armes pour pouvoir créer de belles choses. C'est qui est capverdien? Ta mère ou ton père? Ma mère. Ta mère? Ouais. Ok. Tes parents, ils ont passé sportif ou pas? Mon père a fait une petite carrière amateur dans le foot. Ok. Ouais, dans le foot, il a joué à l'époque Créteil-Saint-Maur. Okay. Il a joué à Chelles après dans le 77, je sais plus à quel niveau vers la fin de sa carrière, mais il a fait sa petite carrière. Le foot lui a permis de rejoindre la France d'ailleurs. Okay. Hein, c'est grâce à un petit club avec lequel il avait un peu un part-time, il bossait et il pouvait jouer pour le club. Mm-hmm. Et ma mère a touché un peu de sport, elle a fait un peu d'athlé aussi, mais pas très haut niveau et voilà. Mais une famille, j'ai une très grande famille puisqu'on est quand même très nombreux. Ma mère a beaucoup de frères et sœurs. Ouais. Ma grand-mère a déjà des arrière petits-enfants. Ah bah dis donc. Donc voilà, mais du coup on a une famille quand même qui a le goût du sport et par nos origines, je pense que le sport fait partie même intégrante de nos vies et c'est normal. Ok. Et t'as pris du côté sportif de ton père plutôt? Ouais, après j'ai pris du côté... Oui, je vais dire de mon père, mais... en fait, je sais pas si je peux dire vraiment de mon père, parce qu'au foot, j'étais pas très bon. Donc, du coup, je vais dire j'ai plutôt pris de ma mère qui a fait un peu d'athlé. T'as commencé quand le sport? Quand t'étais enfant ou... Ouais, j'ai commencé jeune, hein. Déjà, je pense que je m'entraînais tout seul tellement j'avais trop d'énergie quand j'étais petit. Ah ouais? Ah ouais. Et tu faisais quoi? Courir partout dans la maison. Courir, se lever, courir. Et non, je faisais trop de bêtises quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'énergie, donc ça courait dans tous les sens. Et le sport a été un canalisateur pour moi, pour mes parents, du coup, ça leur a fait du bien, je crois. Okay. Et après, voilà, j'ai touché au foot, j'ai essayé pas mal de sports, j'avais essayé un peu de tennis, j'avais fait un peu des initiations judo, etc. Mais c'est vraiment le foot qui me plaisait le plus. Okay. Et après, les cours de sport... en sport, quand on avait football, quand on avait même des crosses, etc., ça me plaisait et je voulais toujours gagner et être le premier. Est-ce que tes parents t'ont toujours poussé dans le sport? Non, je pense pas qu'il m'ait toujours poussé dans le sport, mais voilà, mon père était content que je fasse du foot. Il m'a acheté mes petites paires de crampons, des petits maillots par-ci par-là pour les entraînements. Il est venu, je crois, 1 ou 2 fois sur des matchs. Il m'a accompagné 1 fois ou 2, je pense. Ouais. Ma mère était déjà venue au moins 1 fois. Mais voilà, pour eux le sport c'était pas forcément une priorité, donc voilà, il me laissait faire, il me laissait choisir ce que j'avais envie de faire. J'avais arrêté le foot à une période et je faisais pas du tout de sport, et je m'étais dirigé comme ça vers l'athlé, puisque mon prof de PS me disait ouais, il faut que tu fasses de l'athlé, fais de l'athlé, prends une licence et tout, donc je l'ai fait. Pourquoi il disait ça? Parce que j'avais des bonnes prédispositions, j'étais un peu plus rapide que les gens de ma classe, et donc du coup il me disait allez, vas-y, va prendre une licence, tu fais pas de sport, essaye. Donc voilà, dédicace à monsieur Pelletier. Et typiquement j'ai voulu
j'ai voulu essayer, j'ai pris une licence et j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Top. J'ai kiffé l'athlé, j'ai kiffé les groupes d'entraînement, j'ai kiffé parce qu'on avait un groupe assez même un peu familial où tout le monde s'entraidait. Et j'étais pas encore très très fort, mais ça revient à ce que je disais par rapport au foot. On en reviendra peut-être plus tard, mais c'est parce que j'étais à maturité tardive. Et donc du coup, quand j'ai commencé l'athlé, j'étais pas très bon. Ouais. Vraiment, un niveau sur le d'ailleurs, comme tout le monde, on veut faire du 100 mètres au début. J'avais pas la carrure d'un coureur de 100 mètres. Physiquement, tu parles? Ouais, physiquement, tu vois, j'étais tout maigre. J'étais maigre, j'allais vite, mais j'étais maigre. Ouais. Et en fait, j'avais plus un physique pour faire du long, donc du 300, 400 mètres, et peut-être 400, 600. Ouais. Et donc, du coup, comme au début, j'ai commencé par le sprint, les résultats n'étaient pas probants. Ouais. Mais après, avec de l'entraînement, du temps, un physique qui change un petit peu, et je pense une qualité musculaire intéressante, plus du travail, directement ça fait des performances. Hein. T'étais bon à l'école aussi, non? Franchement, je vais te dire la vérité, je pense que j'aurais pu être un bon élève, mais que l'école ça m'a pas vraiment intéressé. J'étais plus entre guillemets un créatif, j'étais plus quelqu'un qui aimait comprendre les choses mais d'une manière un peu différente, dire au prof pourquoi on fait ça, des choses comme ça. Et je pense que j'ai eu un événement dans ma vie qui a fait que j'ai pas beaucoup aimé l'école. D'accord. Parce que quand j'étais en primaire, donc je suis né et j'ai grandi à Colombes jusqu'à mes 4 ans. Et après, je suis allé dans le 19e à Tandou. Et en fait, dans cette école, il y avait un prof qui avait, je pense, des soucis psychologiques. Et quand tu es prof dans une école primaire maternelle avec une forte communauté africaine et que tu es un peu raciste, du coup c'est compliqué. Donc ce prof là avait un comportement qui était pas ouf, donc il s'est fait virer, je crois, de l'éducation nationale. D'accord. C'est chaud ça, pour faire virer de l'éducation nationale. Il avait eu déjà il y avait eu un parent qui avait voulu en découdre avec lui parce que ses enfants rapportaient un peu ce qu'il faisait, il avait eu des comportements pas terribles et j'étais un peu sa tête de turc. Et je pense qu'à cette époque-là, quand t'es jeune, tu comprends pas forcément les choses. Et donc moi, je pense que j'ai eu un rejet de l'école, un vrai rejet de l'école, mais vraiment, genre j'en avais pas grand-chose à faire. J'écoutais plutôt ce que les profs pouvaient dire. Et comme j'avais une capacité à pouvoir juste écouter et des fois reproduire, c'était suffisant pour certaines matières, moins pour d'autres. Et donc j'ai eu ce parcours-là pendant longtemps, d'un mec qui va à l'école juste pour aller à l'école. Jusqu'au moment où j'ai compris que les études c'était hyper important dans notre société et en étant passé, même si c'est par rapport au sport, parce que j'ai été en sport-études par un parcours plutôt pro, j'ai quand même réussi un parcours en école de commerce, en BTS, etc. Donc, quand même. Ouais, donc du coup j'avais quand même des capacités, mais j'aurais pu être meilleur à l'école, j'en suis sûr. J'aurais pu avoir de meilleures notes et éviter de me faire fumer beaucoup quand j'étais petit. Mais ça t'a pas empêché d'arriver là où tu voulais arriver aujourd'hui? Dans tout ce que tu entreprends, ton business, tout ça. Ouais, non, ça m'a pas empêché. Après, je pense que l'école de la vie fait qu'on est obligé de surtout quand on comprend les enjeux de la société, on est obligé de réussir. Ouais. J'ai beaucoup d'exemples, beaucoup de gens qui m'ont tendu la main. J'ai une grande famille. On nous a toujours dit que les études étaient importantes. Donc j'étais peut-être un peu décevant pour mes parents plus jeunes, mais voilà, pour eux, tant que j'arrivais à m'épanouir dans certaines choses à côté, ils étaient peut-être un peu conciliants. Et au bout d'un moment, ils m'ont permis de lâcher les chevaux, de comprendre quel était l'essentiel et ce qui faisait aussi pour nous, parce que nos parents, ils sont arrivés en France en ayant grandi en Afrique. Ils n'avaient pas forcément fait les plus grandes études, mais par contre, ils ont fait les meilleures études pour leurs enfants, c'est-à-dire soyez en bonne santé, mangez à votre faim, même si on n'a pas les plus gros salaires du monde, et faites les choses pour votre famille. Donc ça a été je pense un leitmotiv que j'ai toujours eu et qui a été très important pour moi aujourd'hui et qui l'est aussi pour l'éducation que je dois donner à mes enfants aussi.
Est-ce que tu penses que le fait que tu as des parents qui sont immigrés dans notre pays, ça te crée un handicap par rapport à avoir des grandes ambitions? Je sais pas si ça te crée un handicap. Je pense qu'à des moments de ta vie, ça crée peut-être des craintes. Ouais. Ça crée des craintes, ça crée tu vois, ça crée des choses en toi qui font que il faut que je réussisse. Mais tu te dis aussi, mes parents, ils ont fait beaucoup avec peu de choses dès le départ. Ouais. Et que dès que toi, si tu as une opportunité à saisir, bah tu dois la saisir. Ouais. Donc tu ne peux pas être mauvais dans ce que tu fais. Si tu entreprends, c'est pas juste pour entreprendre et dire ah j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, c'est pas comme ça. Tu veux entreprendre, tu veux réaliser des choses. Après tu peux te louper, mais il faut y aller. Et le côté nos parents ont quitté un endroit, arrivé dans un autre où ils n'étaient pas forcément tout de suite les bienvenus et s'en sortir, bah c'était la base. C'est la base et c'est les premiers exemples que tu as en fait, parce que tu grandis en voyant tes parents faire des choses, tu comprends certaines choses. Moi j'ai des enfants en bas âge, mais en vrai là je me dis mais comment mes parents ils ont fait? Non, je te jure, là c'est le week-end, là je suis avec toi. Mes enfants, je sais qu'ils ont une énergie folle et que ma femme là elle est avec les deux, mais je sais qu'elle est fatiguée. Je sais qu'elle est fatiguée, franchement, je te le dis. Genre, mais c'est comme ça, tu vois. Et je me dis, mais est-ce que j'étais tout le temps sage? Et je sais que plus jeune, je ne l'étais pas, tu vois, jusqu'à 5, 6, 7, peut-être 8 ans. Je bougeais beaucoup, je courais dans tous les sens, j'avais beaucoup d'énergie. Il fallait que je sorte pour cette énergie-là, etc. Et là, je me dis, bah ouais, chapeau, nos parents, chapeau. Et quand je vois des autres couples d'amis qui nous disent la même chose, je me dis, ah, on vit les mêmes choses, donc on se comprend. C'était malade. Là, tu vis entre la France et la Belgique. Oui. Comment justement t'arrives à jongler cette vie de famille et cette vie professionnelle d'athlète de haut niveau? Bah en fait, l'athlète, ça m'a forcé à avoir cette vie-là, dans le sens où l'athlétisme, c'est un sport avec 2 temps forts, donc la saison hivernale et la saison estivale. On voyage beaucoup. Et en fait, pendant 6-7 ans, à force de voyager, je pense que c'est devenu une constante. Et ça me dérange pas. En étant aussi parisien, à Paris, on se rend pas compte, mais pour les gens qui prennent les transports, en vrai, c'est un sport, les transports, tu vois. Genre, tu vois, même la fin, en fait, tu vois, sport, transport, c'est lié, parce que quand tu prends les transports, l'énergie que tu peux perdre, elle est incroyable, tu vois. Même si tu as ton casque, t'es concentré sur ton téléphone, tu sais, il y a toujours des gens qui poussent, il y a ci, il y a ça, c'est jamais calme, ça prend de l'énergie. Et en fait, quand tu es jeune et que tu grandis comme ça, tu te rends pas compte que tu te forges, en fait. Et souvent, tu sais, quand tu as des gens de région qui viennent à Paris, qui disent « Ah non, moi, les transports, je peux pas. Ah, c'est fatigant, c'est ça. » Toi, tu dis « mais vas-y, prends ton ticket de métro, prends les transports et basta, tu vois, tu vas du point A au point B. » Et en fait, cette constante-là, le fait de toujours prendre les transports, de voyager, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de voyager. Parfois, oui, je suis fatigué, mais c'est normal. Mais voilà, une habitude. Hein. On a fait les 4 coins du monde, donc c'est pas faire pareil là. Enfin, de venir de Belgique qui est trop fatigant pour moi. Mais ta femme, elle accepte ce rythme de vie très élevé là, de partir partout entre ton business, l'athlète, l'équipe de France, tout ça, c'est pas compliqué pour elle? Je pense que ça l'est. Après, des fois, je fais des concessions. Hein. Des fois, j'essaye de diminuer les temps de déplacement. Là, depuis un certain moment, je suis de plus en plus en Belgique. Là, je vais y rester plus. Et après, selon mes obligations, je voyagerai. Mais ouais, c'est la vie de sportif de manière générale, la vie d'entrepreneur aussi qui fait que le business et même l'hypermondialisation aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités à travers le monde. Et même si on te disait, tu peux faire ton business derrière ton ordinateur, au bout d'un moment, l'humain revient, donc il faut se déplacer. Bien sûr. Et je pense que ça, c'est embêtant parfois, mais voilà, il faut. Tu fais avec. Il faut faire avec. Le fait de devenir papa, ça a vraiment changé ta vie et ta vision sur ton plan de carrière? Ça a changé mes responsabilités, comme tout le monde. Ça, on peut pas le nier. Ça a changé. Tu vois, il y a un peu d'amour, de mon propre amour, un amour en soi, enfin de soi, si je peux dire ça comme ça, qui te quitte pour une nouvelle personne que tu connais pas, et donc cette chose-là, les émotions que ça peut créer en toi, ça te change, hein, ça change un homme.
Après, sur le côté sport de haut niveau, oui, tu as une motivation qui est supplémentaire. Il y a des choses que tu veux faire vivre à tes enfants. Ouais. Tu veux leur faire comprendre aussi certaines choses. Et t'es content quand ils comprennent. Donc ça, c'est important et c'est une belle chose pour moi. Ouais. Avant que tu aies tes enfants, tu avais un plan de carrière, non ? Oui, j'avais un plan de carrière que j'ai... Alors, je sais pas si j'ai pu respecter vraiment mon plan de carrière dans le sens où j'ai eu des années vraiment, vraiment fastes et vraiment très, très intenses. Ouais. Et la naissance de ma fille est arrivée à une deuxième partie de carrière où je me cherchais de nouveau puisque j'avais une grave blessure en 2017 qui a mis beaucoup de temps à se remettre. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Ouais. Et je sais pas si ça a forcément changé mon plan de carrière, mais du coup, je pense que je me suis beaucoup plus impliqué dans ma vie en tant que père, malgré le fait que j'avais quand même beaucoup de déplacements, que j'étais plus à Paris dans un premier temps. Et là, je le vois avec le deuxième, puisque mon deuxième enfant, je suis beaucoup plus présent et je vois la différence. Donc, je vois aussi que c'est difficile de planifier et d'avoir un plan de carrière quand l'aspect familial est aussi haut, aussi important. Et moi, il a pris une place quand même très très importante dans ma vie. T'es spécialiste du 400 mètres, si je me trompe pas, hein, tu me reprends si j'ai tort. 3 fois médaillé d'or champion d'Europe par équipe. Yes. Et 2 fois médaillé d'or individuel. Ouais, c'est ça ? C'est ça. Aujourd'hui, tu pensais avoir toutes ces médailles ? Non, je pensais pas. Surtout là, quand ça, c'est des championnats d'Europe par équipe. Ouais. Donc c'est un classement en fait des meilleures nations qui s'affrontent. Il y a eu même des compétitions plus importantes avec des meilleurs résultats, avec les relais, etc. Mais non, je pensais pas parce que je pense qu'au début, quand j'ai commencé l'athlétisme, je savais que j'étais pas forcément très bon. Ouais. Mais mon coach, il me disait toujours... Au début, je voulais pas trop t'entraîner. Mais comme t'étais un gars gentil, je me suis dit, je vais t'entraîner. C'est sérieux ? Ouais, je te jure. Voilà, il me disait ça. Voilà, dinguerie. Tu viens à l'entraînement, t'es tout le temps là à l'entraînement. T'avais pas les meilleures qualités. Ouais. Mais en fait, ma première qualité, c'est que j'étais un travailleur, un mec besogneux. Qui va aller tout le temps à l'entraînement. Il me donnait des séances, mais c'était dur, mais j'y allais, tu vois. Grand stage Charletti, il fait froid, t'y vas, tu t'entraînes. Et en fait, plus tu t'entraînais, plus t'es fort. Ouais. Donc du coup, tu vois, t'as ce côté mais je travaille, le travail il paye. Ouais. Donc j'y vais. Et en fait, inconsciemment, je pense que j'ai toujours réussi à atteindre les objectifs que je voulais. Et donc avec du recul, au tout début quand j'ai commencé, c'est vrai que je m'y attendais pas. Ouais. Et ça, il faut être clair. Ouais. Mais j'avais toujours cette chose en moi qui faisait tu vas réussir. Ah ouais ? Tu vas réussir, tu vas atteindre tes objectifs, tu veux faire tel truc. Mon passage au monde vraiment au haut niveau, il s'est fait par un incident de vie. J'ai une embolie pulmonaire à 18 ans. Ok. Donc je reviens juste de ma première sélection en équipe de France, un match en salle à Halle, en Allemagne. Quelques semaines après, j'ai du mal à m'entraîner, j'ai problèmes respiratoires, etc. Je crache du sang. Carrément. Ouais, je crache du sang après une journée pourtant plutôt tranquille chez moi. Je me coule de l'eau, un bain, je me mets dedans parce que une partie de mon corps me brûlait. Ouais. Et je vais aux urgences, on me donne des anti-inflammatoires, on me dit ouais non c'est bon, c'est pas grave, c'est des douleurs intercostales, c'est dû au sport. Ouais. Je retourne à l'entraînement quelques jours après, toujours. Mon entraîneur me dit vas-y on va prendre un rendez-vous, tu vas faire un scanner, etc. Je fais un scanner, on dit on appelle un taxi, il doit aller en urgence à l'hôpital, on m'envoie à Georges Pompidou et on m'explique sur le chemin que j'ai un caillot de sang dans les poumons et que si ça bouche une artère, tu décèdes. Ouais. Donc du coup je me fais hospitaliser, etc. Donc on est en 2008, c'est l'avènement du Usain Bolt. Ok. Et donc moi je suis sous traitement, ça s'appelle de la coumadine, c'est des anticoagulants qui font que ton sang se fluidifie et évite qu'il y ait un caillot de sang qui se forme. Ouais. Et en fait le truc c'est, je regarde Usain Bolt et tout, je vois mes parents super tristes, tu vois ma mère, genre tu te dis ton fils il passait, etc. Et en fait là je me dis, c'est sûr quand je vais reprendre l'athlète, je vais être trop fort. Comme ça je vais montrer que même si j'ai eu un problème,
bah ça va se régler. Ok. Et en fait, tu sais, je suis quelqu'un qui est toujours assez souriant, etc., qui rigole beaucoup. Ouais. Et donc ça, c'était en plus à l'époque du lycée. Et donc du coup, j'avais pas été en cours et tout. Et mes potes, ils me disent ouais, t'es où et tout. Je leur dis ouais, je suis malade, j'ai une embolie pulmonaire. J'ai des potes qui m'ont pas pris au sérieux en fait. Carrément. Ouais, je te jure, ils m'ont pas pris au sérieux. Et genre, ils ont dit ouais, je sais pas, pour eux, c'était pas normal. Ça allait pas entre ce que je fais, le fait de commencer les sélections et avoir un truc. Et je dis ouais, non, je vais arrêter l'athlé. Et en fait, ça a créé un truc aussi qui faisait que quand je vais reprendre, là j'ai fait une sélection avec les jeunes, mais je vais montrer que l'année d'après, même si j'arrête pendant 6 mois, je vais revenir, je vais être chaud. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai battu mon record de 2 secondes. Et en fait, j'étais un jeune qui avait le potentiel de faire des bonnes sélections jeunes. Mm-hmm. Et donc en mars 2008, je fais ce match-là à Halle, en junior. Ouais. Et en mai 2009, je fais la meilleure perf française au premier meeting de la saison qui sont les interclubs et qui me permet de rejoindre directement l'équipe de France et d'être à minima dans le top 4 français. Mais c'est comment? C'est l'équipe de France A junior? L'équipe de France A, l'équipe de France avec Ladji Doucouré, tout ça. Genre dès que je fais cette performance, ça a changé ma vie. J'ai acheté entre guillemets mon matériel d'athlétisme. Ouais. Il y avait une marque qui m'aimait beaucoup, mais ils se seraient pas positionnés. Ils disaient t'as un bon profil et tout, t'as une belle gueule, viens on fait des choses peut-être à terme. Ils m'ont jamais rien envoyé. Et je fais cette performance là. Comme on avait un peu de famille, et big up à lui, un monsieur qui s'appelle Benoît Loquier, avec qui je suis très proche, qui travaillait pour une régie commerciale qui s'appelle United Player et qui était la régie commerciale du Racing Métro. On me le présente en lui disant il faut que tu le rencontres, c'est un jeune crack, faut qu'il arrête l'école. Et ce monsieur qui disait ça, c'était Bernard Lama, parce que c'est un ami de la famille. Et donc du coup, Benoît dit ouais, vas-y, je vais te filer un coup de main, je vais passer un coup de fil à une marque, donc c'était Nike. Et donc je suis passé d'un mec qui recevait 42 cartons Nike chez lui à un mec qui était à l'hôpital 16 mois à 18 mois avant. Donc du coup pour moi ma vie elle a complètement changé. Et quand tu reçois des vêtements, des trucs comme ça, première paire, t'es le meilleur français du début de saison. Et là dans ma tête j'étais en mode ça y est là, j'ai dit ça. Déjà je peux pas revenir en arrière et maintenant je vais chercher tout droit vers ce qu'il y a à aller chercher et là je deviens un international français et ça a duré et ça dure. Mais à la base il y a équipe de France junior, non? Ouais, junior, mais après en fait du coup même si j'étais avec l'équipe de France A, j'ai fait j'ai fait 2 championnats d'Europe d'ailleurs en 2009 et en 2011. Mais j'étais en équipe de France A. Direct. Ma première sélection A, tu peux voir sur internet, c'est un match, c'est en Coupe d'Europe à Leiria au Portugal en 2009 et 2010, je suis déjà au championnat d'Europe senior à Barcelone. Donc je suis avec tout le monde. Genre ma première sélection, je me souviens donc avant que je reçoive mes affaires Nike. Le gars de Nike dit à Ladji Doucouré je dois envoyer des vêtements à Mam, tu peux lui passer une paire à toi et je te la renvoie, etc. Donc je deviens c'est Ladji qui m'a emmené je crois qu'on avait un regroupement à l'hôtel Hilton la veille et c'est Ladji, j'y suis allé avec Ladji. Donc j'ai commencé, j'ouvre la porte, il y avait Ladji Doucouré, Muriel Urtis, il y avait un tas de monde. J'étais à Disneyland, je suis arrivé comme ça, j'ai dit donc c'est ça. Tu récupères tes équipements comme ça, genre c'est pas le petit sac que t'avais pour aller à un petit match de junior. Là même si c'est une coupe d'Europe, t'as un bon équipement, du bon Adidas, du bon Tech Fit de l'époque. Et non, ça a changé ma vie et ça m'a ouvert les yeux sur les galères de la vie que tu peux avoir et comment rebondir et faire du trampoline avec tes moments faibles. Mais tu me parles de l'époque Ladji Doucouré quand il était à son summum, non? Là, il était plus vers la fin de sa carrière, mais il était toujours en sélection. L'année d'avant, il faisait 4e, il me semble, à Pékin, 2008. Donc il était toujours dans un momentum différent de 2005 puisqu'il est champion du monde en 2005, même si Ladji c'était un phénomène vraiment à son époque et même quand il était plus jeune il aurait pu être footballeur, il avait des qualités exceptionnelles, il faisait du décathlon, il a des records dans des décathlons jeunes encore. Non, c'était une pépite et donc quand on se rencontre
pour moi, c'est Ladji Doucouré, tu vois. Ouais. C'est un exemple de réussite, c'est un exemple de performance. Surtout que l'athlétisme, c'est dur. Ouais. C'est dur. L'entraînement, il est dur. Il est dur. L'entraînement du 400, il est dur. Et donc, c'était intéressant d'avoir un exemple dans mon quotidien d'athlète de haut niveau ou dans ma recherche d'accession au très haut niveau. Mais c'est le fait d'avoir Ladji, c'était plus simple pour toi de te projeter en tant qu'athlète pro ou ça a été beaucoup plus compliqué? Non, c'était plus simple parce que Ladji, c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui était très lucide sur les attentes que les gens peuvent avoir pour réussir à très haut niveau. Et il était de très très bons conseils. Je me souviens très très bien de ses premiers moments, de voyager avec la sélection. En plus, pas à son âme, il y avait Yves Niaré qui était avec nous et j'étais au milieu des deux. Et c'était fort pour moi et c'était surtout des personnes qui m'expliquaient comment ça allait se passer en me disant voilà, là tu kiffes, tu voyages. Bah, si t'es fort, tu vas voyager encore plus, t'iras encore plus loin, t'iras ci, t'iras ça, en te disant ouais, tu reçois ça, bah t'auras plus, tu seras mis dans les meilleures conditions pour aller performer. Donc ça m'a boosté, forcément. Mais ils t'ont donné des conseils pour pouvoir gérer ta carrière ou pas? Parce que il me semble, il a eu des problèmes financiers sur la fin avec des contrats qu'il a signés ou je sais plus quoi. Ça remonte, hein, mais je crois d'investissement qu'il avait fait, des placements qu'il avait fait ou s'est fait arnaquer ou je sais pas quoi. Je crois que c'est plutôt lié à des arnaques. Ouais, je crois que c'est ça. Il nous donnait quand même des conseils et justement éviter les personnes qui seraient uniquement là pour profiter de vous. Quand t'as une grande famille, c'est plus simple parfois de pouvoir appeler un oncle, un cousin pour un peu de conseils. Ouais. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent et qui arriveront malheureusement encore parce que je pense que les gens n'ont pas forcément le même cœur que toi et les mêmes pensées, mais voilà, ça arrive et ça lui est arrivé malheureusement. Ok. J'aimerais savoir comment tu te prépares pour une compétition physiquement et mentalement. Alors, pour une compétition, d'un point de vue physique, le coach, c'est celui qui gère toute ta planification. Okay. Donc, en fonction de ton planning de compétition, donc tu as un programme qui peut commencer de fin septembre jusqu'à quasiment septembre de l'année d'après, puisqu'il y a les compètes qui sont intégrées. Donc, physiquement, c'est entre guillemets à sa charge. Ouais. Après, toi, tu as tout ce qui est invisible, hein, aller chez le kiné, bien récupérer, bien manger, bien dormir, qui est forcément essentiel. Après, d'un point de vue mental, franchement, je vais pas te mentir, le mental, on en parle vraiment depuis quelques années. Hein. Ah ouais? Ouais, franchement, le côté mental, je pense que j'ai eu un déclic qui était au début, j'avais quand même, comment je pourrais appeler ça? C'est pas la crainte de réussir, et pas la crainte d'échouer, mais t'es entre les deux. Quand tu sens que tu vas faire quelque chose et que tu vas avoir les regards sur toi, et parfois t'es pas forcément prêt à ça. Ok. Et justement, comment tu te programmes à ça? Bah tout seul en fait. Sérieux? Ouais, tout seul. Genre franchement, j'ai jamais eu de préparateur mental à mes côtés et j'ai eu des gens avec qui j'ai eu des échanges très forts et qui m'ont toujours, je pense, servi. Ouais. Mais ça venait tout seul. En fait, je crois mon entraînement mental, c'était déjà de base l'entraînement. Et je me suis entraîné aussi pendant très longtemps tout seul. Ouais. Et, sans staff? Donc avec mon coach, ouais. Une ou deux partenaires d'entraînement, mais c'est tout. Ok. Donc, c'est quoi la différence? Du coup, sur les séances, surtout sur des séances, des tempos, comment tu les travailles, savoir si tu es en avant sur un tempo demandé, savoir si tu pas trop en retard, etc. Je suis devenu un métronome. Ah ouais? Ah ouais, je suis devenu un métronome. Okay. Toutes les personnes qui sont passées ou que tu as pu croiser de mon groupe d'entraînement, ils peuvent te le dire. Ça veut dire si on demande 13 secondes au 100 mètres pour 39 parce qu'on fait un 300, je vais faire 13 secondes. Si tu me demandes 12, je vais faire 12. Tu me demandes 11, je vais faire 11. Tu me demandes 11,5, je vais faire 11,5. T'arrives à gérer maintenant? Ah ouais, j'arrive à gérer. Et j'ai su le gérer hyper facilement, hyper rapidement. Okay. Et ça m'a aidé. Donc le coach, il prenait que le vélo quand c'était des séances vraiment très longues, genre des 600, des 1000 mètres. Parce que voilà, il faut être quand même un minimum accompagné. Et aussi le fait d'être tout seul à l'entraînement, ça peut être difficile. Mais lui, il avait mis les bases directement. Il m'a dit, hey, je suis ton entraîneur, je suis pas ton pote.
on va s'accompagner, on va s'aider pour réussir. Mais du coup, ça a été, je pense, une qualité. Ça a été une vraie qualité parce que sur une séance importante, si tu commences, tu vas dans le rouge direct, tu vas pas finir ta séance. Ouais. Donc il faut savoir se gérer. Et ça, j'ai su le faire. Et j'avais même pas de souci avec un groupe d'entraînement. Si on est 4-5 à mettre au couloir le plus à l'extérieur pour que les gars me suivent et se trompent pas même dans leur séance, quoi. Ah, c'est ouf. Donc j'avais cette capacité à faire ça, ouais. Mais vu que tu me disais mentalement que les entraînements étaient durs, comment tu fais pour être performant à chaque entraînement? Sachant que mentalement, ça demande beaucoup d'efforts aussi. Oui, ça demande beaucoup d'efforts, mais en fait, pour moi, je pense qu'à un moment, c'était vraiment une routine. Ok. Ah, c'était une routine. En fait, la routine, c'était rigueur. Mon coach, c'est un Italien, italiano-corse. Ouais. Et je crois il a ça dans le travail. Il faut être là tout le temps. Ça veut dire que je pense à un moment, je travaillais tellement. Ouais. Et ça, c'est vérifiable par tout ce que tu veux, la data, les statistiques, que mon corps, pour lui, c'était normal en fait. Tu te réveilles, tu manges, tu vas t'entraîner. Et en fait, et de 2009, donc après mon souci de santé, mais ça, c'est pas une blessure, de 2009 à 2017, j'ai fait toutes les saisons. Ah ouais? J'ai fait toutes les saisons. J'ai pas loupé un été. J'ai fait toutes les saisons. Tu vas voir ma fiche FFA, tu verras. J'ai fait toutes les saisons. Et pour moi, c'était normal. Ça veut dire que je loupais pas d'entraînement. Pour moi, l'entraînement, c'était trop important. Okay. Soit tu t'entraînes, soit tu es à la traîne. Ouais. Donc c'était ça. Ah, c'était ça. Tu t'entraînes et ça roule. Et en fait, tu rentres dans un truc où t'as envie, tu vas. Et c'était normal. Et il n'y avait pas le côté lassitude. Pourtant, c'était dur. L'entraînement du 400, honnêtement, c'est vraiment, vraiment difficile. Ouais, mais quand tu vas en compète, t'as le regard des gens, du public. Ouais, c'est pesant, en fait. Non, moi, ça, c'est mon leitmotiv. Et c'est même, après, quand je me suis blessé, quelque chose... Parce que quand tu te blesses, tu repars un peu à zéro. Ouais. Ça a été ma difficulté. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est quand il y a du monde, quand le stress, il est au max. Les grands championnats, c'est ça que je kiffe. Mes meilleurs moments, mes meilleures émotions, c'est ça. C'est nid d'oiseau au Japon, en Chine. Le 4x400, en plus, c'est souvent la fin, la dernière compétition qui clôture, la dernière course qui clôture. Stade éteint, 70 000 flashs, 70 000 flashs, et toi, tu dois courir dans quelques minutes. Ça me fait kiffer. T'as pas de stress, rien? Non, si, j'ai du stress, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'en découdre. J'ai envie de montrer, je suis chaud. Franchement, ça, même les JO, tout ce que tu veux, toutes les compètes. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais m'enlever. C'est gros événements, il y va. Et ça, c'est quelque chose c'est l'aspect mental qui s'est travaillé par lui-même en se disant, si tu veux vivre ces émotions-là, faut que tu sois fort, faut que tu t'entraînes. Tu t'entraînes pas, tu peux pas le vivre. Et ça a été toujours quelque chose de fort et même ça me manque, hein. Je pense genre tu vois, j'ai pas fait de compétition pendant les 2 dernières années et ça me manque, ce stress là il me manque. La première fois, une de mes plus grosses expériences a été le Stade de France en 2013. En plus je venais d'un enchaînement de compétitions assez important. Et le Stade de France, franchement, en plus, j'ai fini dernier de cette course parce que j'étais dans une course vraiment de très très haut niveau, c'est les Diamond League. Donc en plus, il y avait les meilleurs athlètes mondiaux. Mais mec, j'ai kiffé. Ah ouais, j'ai kiffé. En plus, comme les Français, on les encourageait un peu plus. Je crois qu'il y avait 56 000 personnes. D'accord. Ils m'ont encouragé de dingue. Et j'étais comme un fou. J'avais pas peur. J'ai battu mon record, d'ailleurs, pour te dire. Et t'as fini dernier. Et j'ai fini dernier. C'est chaud. Mais j'ai battu mon record et j'ai fini dernier. C'était vraiment une course de fou. Mais j'ai battu mon record sur cette année 2013. Et après, ça m'a donné envie de faire plus. Et je disais, je veux faire que des Diamond League, limite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. J'en ai fait une dizaine. Enfin, 7, pardon. Et mais c'est ouvert que si t'es fort. Et donc, du coup, ces compétitions-là, il faut aller les chercher. Il faut être performant à des moments bien précis. Et comme je t'ai dit, pour moi, c'était le kiff. Stade de France, c'est un stade que j'ai vu, moi, à la Coupe du Monde 98. Tu me dis, tu vas courir là-bas. Je dis, j'y vais. Et mon coach, il était même pas là, en plus. Il était sur un championnat jeune. Mais pour moi, j'étais au top. C'était vraiment, vraiment, vraiment lourd. Est-ce que tu penses le fait d'avoir une famille, c'est une faille pour ta préparation? Non, c'est pas une faille, mais il peut y avoir des moments où t'es tributaire de certaines situations. Si ton enfant est malade, si... Ta femme, elle te dit quand il est malade? Si t'es en compétition?
Ouais, elle se doit de te le dire. Parce que toi, tu veux voir tes enfants. Si tu vois, tu veux tu échanger sur FaceTime avec tes enfants. Ouais, mais là, tu prépares les JO, par exemple, 2024. Ouais. Ton enfant, il est malade. Tu veux savoir qu'il est malade? Pour ta préparation mentale? Ouais. Ça va changer quoi? Ça va changer le fait déjà de pouvoir le soutenir d'une manière différente ou de trouver les bons mots pour lui, même si c'est difficile parce que c'est un enfant. Ouais. Et ça va pas miner ton esprit. Non, ça va pas miner mon esprit parce que entre guillemets. En fonction de la gravité, attention. Ouais, oui, en fonction de la gravité. Ah oui, non, en fonction de la gravité, bien sûr. En fonction de la gravité, bien sûr. En fonction de la gravité, bien sûr, ça peut te miner, bien sûr. Ça c'est clair. C'est indéniable. Si je souhaite pas, mais si je sais pas, c'est un truc grave. Comment tu vas faire pour passer outre pour ta compétition? Ça peut être compliqué justement. Bah, c'est ça, je te parle de faille je vais te partager des moments de ma vie. Je pense de toute façon ils sont connus des gens qui étaient avec moi à minimum en sélection. L'année la plus difficile de ma vie, c'est l'année 2014. Et j'ai battu mes records. Ouais. Que j'ai rebattu après, mais j'ai battu mes records. Alors que c'était une année. Là, en fait, du coup, voilà, tu repenses à tout ça. Mais donc 2014, une année, voilà, enchaînement de compétition, etc. Fin décembre. En plus, c'est ouf parce que Manu, il est là. Un ami à moi, mon voisin, donc j'habite au premier, il habite au quatrième. Il est français, il s'appelait Vincent. Et il kiffait le tiep, il kiffait descendre chez ma mère, il kiffait venir manger, même si j'étais pas là, il pouvait venir manger, etc. Du coup, il avait pas mal de douleurs, etc. Et du coup, on partageait le même kiné. Des fois, il prenait ses séances en fonction quasiment de moi parce que j'étais le dernier pour m'attendre quand ça finit et tout. Et en fait, il s'est fait hospitaliser hyper rapidement parce qu'il avait pas mal de douleurs et malheureusement, paix à son âme, il est décédé d'un cancer des testicules. Ok. Et bah, ça a été la première fois de ma vie où j'ai été confronté à la mort de cette manière avec une personne qui est aussi proche et aussi jeune. Tu vois. Ouais. Et donc tu parlais de maladie, tu parlais d'enfants, donc ça peut être tes enfants, ça peut être ta femme, tes parents, tu vois, le cycle de la vie, tu vis, tu pars, mais j'ai été confronté à ça. Ok. Et ce mec-là, donc de base, il a été en chimio, on lui a rasé ses cheveux, des fois ça allait, et il disait toujours ça va. Et il savait, à un moment, il savait qu'il allait partir, il savait que c'était mort, etc. Ouais. Et il a pas voulu me le dire. Pourquoi? Il a pas voulu. Il a pas voulu me le dire pour me protéger. Parce que c'était donc il est décédé en juin 2014. Ouais. Et moi j'enchaînais les compètes. J'enchaînais les compètes et je crois que je courais le samedi au Portugal et il est décédé et en fait on me l'a dit après la compète. Et du coup je pense que ça a un peu créé quelque chose en moi dans le sens où déjà ça m'a rapproché de ma famille. Et surtout, je sais que j'aurais préféré le savoir. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé... alors ça aurait entaché peut-être ma saison, mais j'aurais aimé en fait lui dire au revoir. Et en fait, le dernier moment que j'ai passé avec lui, c'était un soir où il était très... il était pas au top. Et en fait... Je pense que comme il me disait ça va, j'ai pas tilté. Mais il était pas dans les meilleures prédispositions. Ouais, voilà, j'aurais aimé le savoir. Donc c'est pour ça que je te dis, si mes enfants étaient malades, je préférais le savoir. Et quitte à ce que ça entache ma préparation, mais j'aurais préféré le dire au revoir d'une autre manière. Parce qu'on réagit pas tous de la même manière. Quelques mois après, le père de mes sœurs décède. C'est moi qui dois l'annoncer à mes sœurs. Et bah voilà, tu réagis pas de la même manière selon ce qu'on te dit. Et donc là, avec beaucoup de recul, je sais ce que je peux encaisser, ce que je peux comprendre. Et c'est pour ça que je te dis que j'aurais sans doute aimé si mes enfants sont malades, j'aimerais le savoir. Pourquoi je te dis ça? Parce que McGregor, quand il a perdu un de ses combats dernièrement, il a décidé de s'écarter de son staff et de sa famille pour retrouver la hargne. Tu vois, ça je te dis, c'est poser cette question en fait. Bah après c'est facile d'y répondre. Je pense qu'un mec comme McGregor, il a atteint aussi un lifestyle qui est incroyable. Et cette hargne qu'il avait quand il sortait des pubs, etc. à l'époque, elle a changé.
Et donc lui, il pense que voilà, quitter ce côté luxueux, se mettre loin de tout le monde, ça peut faire la diff, mais c'est plutôt se recentrer qu'il avait besoin, je pense. Ouais, peut-être, ouais, c'est sa façon à lui, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Aujourd'hui, on va changer un peu de sujet. Aujourd'hui, avoir 6 médailles, est-ce que financièrement c'est rentable? Sur le moment, je vais dire oui, Ouais. parce que t'es étudiant, t'es encore chez tes parents, Ouais. t'as un équipementier, oui, ça l'est. Okay. Après, sur le long terme... Financier, d'argent, je te parle. Ouais, moi je te parle vraiment financier. Ouais. Je te parle financier. C'est pas suffisant. Ah ouais? C'est pas suffisant. Tu peux faire des choses, mais c'est pas suffisant. Ma vie d'homme d'affaires, si on peut dire ça comme ça, elle est plus rentable que si j'avais été athlète. Là, je suis dans le comment ça s'appelle, je suis dans une transition qui me donne des perspectives beaucoup plus intéressantes que 6 médailles en étant plus jeune. Ah ouais. Ouais, ça l'est. Non, ça l'est. Après, l'athlète, c'est un sport qui est mineur. Il y a beaucoup de paramètres qui sont compliqués à comprendre. Moi, je pense que mon héritage par rapport à l'athlète, c'est le réseau que j'ai pu me constituer. Ouais. Le fait d'avoir pu, in fine, finir mes études. Ouais. Et de savoir ce que j'avais envie de faire et savoir ce que je n'avais pas envie de faire. Ok. C'était ça pour moi le plus important. Même si j'aurais aimé gagner plus d'argent, mais c'était pas voilà, j'en suis sorti pas riche, pas forcément super riche en argent, d'accord, mais super riche en contact, expérience, et en développement peut-être de projets qui me permettraient de justement gagner bien ma vie. Ok, un mec comme toi, moi je veux pas savoir ton salaire, mais si tu peux me donner une fourchette qu'on puisse comprendre, parce que les gens ils parlent d'équipe de France, ils pensent qu'équipe de France ça veut dire que tu gagnes beaucoup d'argent comme les footeux, tu vois. Un mec comme toi qui est à l'athlète en équipe de France, il gagne combien environ? Ouais, sur des années, t'es pas loin tu gagnes 100 000 euros. Sur un an? Ouais, sur une année. Et les années d'avant, ouais, t'es entre... Il y en a qui aussi, je pense, il y en a qui gagnent beaucoup plus, hein, genre 300, 400 000, 1 million, certains. Ouais. Mais ouais, une bonne année, c'est 130 000. Ok, mais dans ça, tu payes le coach, tu payes ton staff, tu payes tout ça ou non? Non, c'est pour toi, là, je parle pour toi, là. Okay. Tu parles pour toi, même si tu as des dépenses pour ton coach, les stages, etc. Mais ouais, tu parles dans 130 000. Ok, d'accord, ça va, c'est raisonnable quand même. Non, c'est raisonnable, mais si tu veux t'acheter des appartes, etc., c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf, hein. Les impôts, quand ils toquent à ta porte, etc., c'est pas... Ouais. Ça va vite, hein. Ah, ça très vite. Très vite. Comment t'as fait pour passer de Paris 15e à l'équipe de France? Bah, le 15e, on le néglige, mais le 15e, c'est l'arrondissement le plus peuplé de Paris, déjà. Ah ouais? Ah ouais, c'est le plus peuplé de Paris. C'est un arrondissement qui est incroyable, qui est hyper cosmopolite. C'est un arrondissement qui a un truc, en fait. T'as beaucoup de gens qui sortent du 15e, même du 14e, bon, tu peux dire le 13, enfin, tu peux aller plus loin, mais en vrai, dans le 15e, il y a un truc. Okay. Il y a une diversité qui est dingue. T'as des gens qui ont beaucoup d'argent, t'en as qui en ont bien moins. Et t'as ce côté où les gens ont aussi envie de réussir dans un environnement où si on te donne les moyens, tu peux. Donc, ou même si d'autres sont partis chercher d'autres choses ailleurs, etc., ça reste un endroit voilà, qui m'a poussé à vouloir réussir et à faire du haut niveau. Est-ce que tu penses que tous les jeunes peuvent arriver en pro? Moi, j'ai un point de vue dessus, mais... Ok, bah mon point de vue, peut-être qu'il va choquer un petit peu, mais non. Ok, on est d'accord. Non, après... on peut passer à autre chose maintenant. Non, on peut, mais non, on le sait avec le temps, parce que tu peux mettre 10 mecs qui vont à l'INSEP faire de l'athlé. Ouais. La vérité, c'est que... Il y en a peut-être 3 qui vont sortir et qui vont faire leur carrière de A à Z. Ouais. Donc non, il faut être honnête. Il faut être honnête avec ça. Okay. C'est quoi la différence entre un pro et un amateur en athlète? Qu'est-ce qui change? C'est quoi le statut qui change? C'est quoi? Bah le statut, la notoriété, les qualités. Ah, les qualités? Ouais, les qualités. Parce que entre toi en amateur et quand tu passes en pro, il y a un gros fossé. Bah, il y a un fossé parce que tu vois les compétitions de très haut niveau, il y a une chose qui change, c'est l'intensité. Ok. Et l'intensité en amateur, même si tu fais des trucs qui sont bien, mais
Si t'as pas l'intensité ou si t'as pas l'habitude des courses qui vont vite, tu peux pas aller vite. Okay. C'est pas possible. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Mais c'est comme un mec qui, par exemple, dans des clubs de foot, il y a toujours un mec qui va plus vite que tout le monde. Ouais. Tu lui dis, viens, on te met dans des conditions, tu fais une compétition, tu vas sur la piste. Hey, l'intensité, c'est pas la même. Okay. Et il va pas vite. Il va aller vite dans un chrono correct, mais il va pas vite. Et l'intensité, c'est ça. Tu vois, les gros championnats, les grosses émotions, les grosses performances dans les gros moments. Tu vois, genre dans un sport comme le basket, un mec, quand il est fort, c'est un mec qui va prendre ses responsabilités, qui va te faire un tir au buzzer, qui va changer tout un match. Mais en amateur, t'as un mec qui peut changer un match. Mais l'intensité qu'il aura ou qu'il doit avoir, elle est différente. Okay. Tu vas le voir. C'est bon, non, j'aime bien ton point de vue. C'est top. Tu penses que les pros ont un mental au-dessus de la norme, contrairement à un amateur ? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'ils ont des choses intérieures qui sont peut-être différentes, mais ça, je pense pas. Honnêtement, il y a des gens qui auraient pu faire carrière et qui l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas forcément le bon momentum aussi, tu vois. Pour réussir à très haut niveau, il faut parfois que les planètes elles s'alignent. Et ça, il faut pas le mentir. Après, il y a des gens qui ont plus de chances que d'autres, il y a des facteurs, il y a des choses qu'il faut déclencher, qu'il faut aller chercher. Mais non. À quel moment tu as su que tu avais les capacités de devenir pro ? Quand j'ai senti... Mais toi, pas les coachs qui disent que oui. Non, même moi, quand j'ai senti que... Enfin, vraiment aller vite, en fait. Ouais. Quand j'ai senti que je pouvais... Waouh. Là, je me disais, ah ouais, là, j'ai l'impression que je vais vite. Et après, oui, tes coachs le confirment par le chrono, mais à ce moment-là... T'as eu un déclic ou ça s'est passé comment ? Non, j'ai eu un déclic parce que déjà, physiquement, je voyais un peu la différence. Et c'était un déclic physique. Dans un premier temps, et après le mental a suivi. T'as fait un gros travail dessus ? Le côté physique, ouais, franchement, je l'ai fait. Mais franchement, il y a des périodes où je t'ai dit, on s'entraînait énormément. On allait sur des semaines, une semaine en camp d'entraînement pour débuter la saison. On s'entraîne 3 fois par jour. Tu te réveilles à 6h, tu cours. 3 fois tu par rentres, jour. tu manges. Tu fais un peu la sieste. Tu vas faire de la muscu. Et après, tu retournes l'après-midi, tu fais une séance de piste ou autre, ou de travail de pied. Mais pour moi, c'était normal. En vrai, c'était normal. Même là, des fois, sur les dernières semaines, des fois, je m'entraîne 3 fois par jour, c'est normal. Non, t'es un ouf. Non, mais en fait, à partir du moment où tu as cette rigueur et tu as cette endurance au travail, parce que c'est ça, en fait, c'est l'endurance au travail. Vas-y, c'est bon. Il n'y a pas de... Il y a pas de problème. Est-ce que tu avais un mindset différent en jeune que tu as travaillé qui est devenu encore plus fort après, ou c'est le même jusqu'à maintenant ? Non, je pense qu'il a changé, il a évolué. Sur quel sens ? Il a évolué avec les expériences de la vie, il a évolué avec les compétitions, il a évolué avec les... comment je peux appeler ça ? Il a évolué avec le temps. Il a évolué avec le temps, avec ce que je désirais trouver, les émotions que je cherchais, tu vois, les feelings aussi. Tu vois, des fois, t'as ce truc qui fait que tu veux revivre quelque chose et que tu dois absolument te donner les moyens, tu le fais et ça vient tout seul. Là, t'arrives en fin de carrière, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Comment tu le vis ? C'est dur, c'est dur. C'est dur parce que t'as envie de... des fois, tu te dis, putain, je suis né trop tôt. Tu peux pas profiter de la même manière. Et des fois, tu te dis, c'était bien. C'était bien, mais je pense que je suis préparé à la transition et j'ai hâte de pouvoir peut-être me lancer pleinement dans ce que j'ai à faire à côté. À quel moment tu as préparé ta reconversion ? Tu l'as réfléchi avant ou tu t'es dit à un moment donné, bon, là j'arrive en fin de carrière, je commence à préparer un truc parce que là sinon après j'ai rien, je suis en galère. Donc, non, je pense que par mon parcours, tu vois, j'ai mon premier argent de poche, je l'ai gagné chez Pierre Gagnère, un chef étoilé qui avait plusieurs restaurants dans le monde, mais qui a avenue Balzac, donc de 16 à 18 ans, des fois pendant les vacances, grandes vacances ou petites vacances, j'allais gagner un peu d'argent là-bas. J'ai tout de suite su que la restauration, je travaillerais plus jamais, que c'est juste pour gagner de l'argent. Mais trop dur. Voilà. Mais je me suis dit, trouve vite un taf où tu sais que tu vas te sentir bien. Et du coup, avec le sport, le fait de beaucoup voyager, je me suis dit, il faut que je trouve un job où je voyage, je fasse des rencontres, etc. Et comme dans mes études, tu vois, j'ai fait une année de césure en finance chez Allianz, etc. J'avais fait des petits stages, etc. Et je me suis dit, le sport, c'est le meilleur monde pour travailler. C'est le meilleur monde pour se travailler, selon ce que tu fais.
Voilà, t'as une certaine liberté et je pense que inconsciemment, je me suis dit, donne-toi les moyens, comme ça tu peux être libre dans ton taf. Aujourd'hui, tu as monté l'agence Mia Agency. Ouais. Tu l'as créée il y a combien de temps? Alors, Mia Agency a quasiment 3 ans, même si la première année, elle était un peu dormante, puisque c'était plutôt par rapport à mes revenus à l'athlé, mettre des contrats dessus. Donc voilà, 3 ans, ça allait super vite. Ouais. Là, je suis plutôt dans une construction de groupe, parce que j'ai investi dans des boîtes et là, on va réunifier un peu tout ça. Et voilà, ça donne encore plus envie d'entreprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, comme on disait tout à l'heure, l'hypermondialisation, le fait que le sport se développe et en constante croissance. L'Afrique aussi, tu vois. On parle de plus en plus de sport en Afrique, on parle d'une année, donc on parle beaucoup du mot 2050. En 2050, je crois que c'est... j'ai oublié le chiffre exact, mais on aura tellement de personnes qui seront en âge de pouvoir travailler que voilà, il faut créer une économie, il faut créer des projets, il faut vraiment développer le sport dans son ensemble, donc c'est intéressant. Il y a beaucoup d'autres marchés, on voit les Émirats arabes qui se développent à mort, l'Arabie Saoudite notamment. Mais voilà, les événements, il y a un an, on était à Doha avec la Coupe du Monde. Franchement, c'était une Coupe du Monde qui était incroyable. Tu vois, tu vas dans le stade, c'était très familial. Les horaires étaient top. En vrai, l'hiver dernier, on n'a pas souffert. On a regardé la Coupe du Monde, c'était bien. Tu pouvais voir les matchs toute la journée. C'était top. L'été, en vrai... T'as pas trop envie, ou si tu fais un barbecue, tu regardes la télé avec tout le monde. Mais l'hiver dernier, c'était bien. Donc nous, des fois, on était au bureau. Et t'arrives le matin, il y en a, ils partaient à la mi-temps du match du soir pour être chez eux. Parce que c'était le mieux de s'asseoir, de regarder le match et de pas louper le début de match. Tu vois, les avant-matchs, c'est bien à regarder en général. Donc ça, c'était bien. Mais Mia Agency, tu l'as monté dans quel but, toi? De base, je l'ai monté pour accompagner et aider des athlètes, comme j'ai pu être accompagné et aidé. Et aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de marques différentes, beaucoup d'entreprises différentes, une agence à part entière et qui veut développer des projets, aider et aller le plus loin possible. Mais je comprends, mais là, tu me parles de ça et derrière, tu nous fais une journée de l'héritage du sport. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet événement déjà? Ouais, parce que le côté challenge, tu vois, le côté challenge, envie de te dire que je peux le faire? Bah, je savais que je pouvais le faire. Je pensais pas avoir autant de contraintes. D'accord. Contraintes de temps, contraintes économiques, contraintes de partenaires sur l'événement. On trouvait que ça avait beaucoup de sens. On est à 1 an des Jeux. Y a beaucoup de gens qui pourront pas forcément profiter des Jeux à cause de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On avait envie de marquer le coup, de faire quelque chose. C'est un événement qui pourrait être franchisé et qui pourrait être fait à travers le monde en vrai. Et donc voilà, c'est une création de A à Z. J'en suis fier, même si c'est difficile ou ça a été difficile. Mais comment un jeune pourrait se reconnaître en toi et faire ce que tu as fait comme la journée de l'héritage par exemple? Tu penses que c'est réalisable, sachant enlève ta carrière qui part du quartier par exemple? Tu penses que c'est réalisable? Je pense que c'est difficile, mais j'espère que ça peut être réalisable. Difficile sur quel point? Parce que c'est le bagage de ma carrière qui a fait que ça a été créé. Donc je voulais que tu me dises quand même. Non, mais faut être honnête. Je suis honnête avec ça. C'est un bagage. C'était une volonté. C'est un tout en fait. C'est une expérience de vie. C'est des stages, c'est des événements plus petits. Donc non, c'est beaucoup de choses liées qui ont permis de faire cet événement. Tu penses que même sans ce bagage professionnel, on va dire, t'aurais pas pu amener tout ce monde que t'as ramené? Non, je pense pas. Impossible. Carrément impossible. Ouais, impossible. Impossible. Je pense que ça aurait été... Si j'ai appelé toute ma MIF. Si j'ai appelé tout le monde, oui, j'aurais ramené beaucoup de monde, mais c'est pas... Mais il y avait comme des stars, Jimmy Vico, tout ça. Moi, non, il y avait du monde. Donc tu penses que là, si c'est même sans l'athlète, tu peux pas ramener tout ce monde-là? Non, tu peux pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils vont faire les restars ou parce que s'ils te connaissent pas, les gens ils se déplacent difficilement, ils se déplacent pas de la même manière. Il y en a plein qui ont pas pu venir et c'était une période de compétition, etc. C'était pas forcément super bien placé. Il y en a pas qui ont fait les restas, mais il y en a certains qui se sont rendus compte que finalement l'événement était gros et qu'ils auraient peut-être dû en faire partie. Donc ouais, si c'est pas mal, je pense pas que ça soit le même. C'est ouf.
En tout cas, même, merci, mon frère, d'être venu et participer à ce podcast. Ça fait grave plaisir. Au moins, on a eu un point de vue d'une personne qui fait de l'athlète à haut niveau et une vision qu'on nous, en tout cas, en tant qu'auditeur, on ne voit pas. Tu as réussi à nous éclaircir sur plein de points. Mais je vais terminer avec cette question-là. Après les JO 2024, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes? Ah, j'arrête. Ah, c'est clair, net, précis. Ah oui, c'est clair, net et précis. J'annonce carrément. T'arrêtes ta carrière après en les JO? 2024, c'est sûr, j'arrête. Et me dites pas, tu vas faire un marathon, un truc comme ça. Je vous ai dit, j'arrête. Je vais venir chez TC Box, faire du sport, me mettre en forme. Comme je viens avec mes salariés, leur montrer que même si j'arrêtais le sport, je les fume. Mais c'est tout. Non, j'arrête. Carrément. Ouais, j'arrête. Il n'y a pas de retour en arrière? Non, il n'y a pas de retour en arrière. Franchement, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que y a plein de choses qu'on a dit dans le podcast aujourd'hui. Ma famille, ouais. le travail. Ouais. Alors j'aurais besoin de faire du sport, ça c'est sûr, me dépenser, les contraintes physiques, etc. Si tu t'entraînes pas, peuvent être nombreuses. Ouais. Mais du coup, non, j'arrête. C'est terminé. Tu raccroches. C'est sûr, je vais faire un jubilé carrément. Génial. J'espère que je serai invité. Non, tu seras invité. On va faire une fête du sport. On va faire un truc lourd. Génial. On va inviter nos darons. On va inviter tout le monde. Ça va faire du sport avec tout le monde. Non, tu vois, je le dis dans ton micro là. Ouais. Rudy, il le sait. Ouais. J'ai dit, je vais organiser un jubilé et je vais faire un truc lourd, un truc autour du sport méchant. Je te suis. Vas-y. Je te suis, y a pas de problème. Ça va. En tout cas, Mam, merci mon frère d'être venu. C'est super cool. Et on va te suivre pour les JO 2024. Let's go. Si tu peux envoyer des passes, ça serait cool aussi. Si tu fais une petite passe, ça serait cool. Si tu peux, mais je sais que ta famille, elle est balèze, donc ça va être compliqué. En tout cas, les gars, merci d'avoir suivi cet épisode avec Mam. C'était cool pour moi en tout cas aussi. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Merci, à bientôt.